Décentralisation et réforme de l'État, c'est le thème de la journée nationale des communes du Mali. Cette 15e édition se tiendra du 11 au 13 mai prochain. À la veille de l'événement, la rédaction rappelle le bien fondé de cette journée dédiée aux municipalités. Débat autour de la problématique de la gouvernance, de la sécurité et la réforme du secteur dans le Sahel. C'était au cours d'un dîner organisé par la coopération suisse. Les résultats obtenus par le Mali dans le domaine ont été partagés. Gao, Menaka, Gossi, Ntaraka et Gourmara Rousse ont reçu la visite du chef d'état-major de la garde nationale. Le colonel Famouké Kamara a rencontré les troupes sur le terrain et pris note de leurs préoccupations. Drépanocytose, le Mali célèbre chaque 10 mai la journée africaine de lutte contre la maladie. L'association de lutte contre la drépanocytose au Mali a organisé une série d'activités pour informer et sensibiliser les Maliens sur la maladie. Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes mercredi, jour de Conseil des ministres. Avec moi Ibrahim Djombile. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir, salut Matandao. Le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire le mercredi 10 mai 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Ibrahim. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Le présent projet de loi est initié en application de l'article 74 de la Constitution qui dispose que le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme ou dans les domaines déterminés par la loi, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance pendant un délai limité ou entre deux sessions des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Il vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance une mesure dérogatoire à la loi électorale en vue de la réalisation du référendum constitutionnel dont le collège électoral vient d'être convoqué pour le 18 juin 2023. Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant dérogation à la loi électorale. La loi numéro 2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale a été modifiée par la loi numéro 2023-0 du 13 mars 2023, avec comme objectif principal, entre autres, de remplacer la carte d'électeur biométrique pour l'identification de l'électeur dans le bureau de vote par la carte nationale d'identité biométrique sécurisée. Ce processus a nécessité la modification des attributions de l'autorité indépendante de gestion des élections pour supprimer la mission relative à la confection, à la personnalisation, à l'impression et à la remise des cartes d'électeurs biométriques à l'occasion des opérations référendaires et des élections. Toutefois, le processus de production et de remise des cartes nationales d'identité biométrique sécurisées enregistre quelques contraintes quant au volume de production et au rythme de remise des cartes à leurs titulaires. L'imminence du déroulement normal du référendum constitutionnel nécessite de donner plus de moyens techniques et de contrôle à l'autorité indépendante de gestion des élections pour mener à bien sa mission d'organisation et de gestion des opérations référendaires et électorales découlant de la loi électorale, d'où le rétablissement temporaire de la compétence de l'autorité en ce qui concerne la production et la remise des cartes d'électeurs biométriques. Le projet d'ordonnance est adopté en vue de procéder à une dérogation à la loi électorale qui portera essentiellement sur les articles 4, 70, 100 et 120. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à les nominations. La liste nominative des intéressés disponible, nous le rappelons, sur le site web du secrétaire régional du gouvernement, c'est le www.scgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre des Affaires étrangères
et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la participation du Mali à la première conférence des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance politique africaine tenue à Lomé, en République togolaise, le 3 mai 2023. L'Alliance politique africaine est une plateforme qui offre un cadre de concertation informelle fondé sur les liens de fraternité et sur les principes d'égalité souveraine des États, d'indépendance, d'interdépendance et d'unité d'action. Elle vise à fédérer les nations africaines convaincues des idéaux du panafricanisme et déterminées à œuvrer pour une Afrique politiquement forte, décomplexée, non alignée et capable de participer en tant qu'actrice à la gouvernance mondiale. Les ministres et chefs de délégation ont exprimé leur solidarité envers le Burkina, la Guinée et le Mali et ont appelé à la levée des sanctions contre ces pays en transition. En outre, le Mali a été sélectionné comme l'un des membres du comité de haut niveau mis en place pour formaliser l'Alliance. Compte tenu des objectifs de l'Alliance politique africaine et au regard du potentiel que cette nouvelle plateforme offre au Mali pour renforcer son influence et contrer les velléités d'isolement, il est prévu de poursuivre l'engagement national au sein de ce mécanisme pour affirmer le leadership du Mali et de faire entendre sa voix sur le continent et au-delà sur des questions majeures. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres des dispositions prises pour la gestion du baccalauréat au lendemain du référendum sur le projet de constitution et de la situation des candidats déplacés. Le référendum constitutionnel est fixé au 18 juin 2023 et le baccalauréat à partir du 19 juin 2023. La proximité des deux dates peut paraître porteuse de difficultés organisationnelles. Pour cette raison, le ministre de l'Éducation nationale, après analyse de la situation, a dégagé des solutions permettant de tenir l'examen du baccalauréat aux dates prévues sans risque de voir le référendum impacter son organisation. Ainsi, il a été instruit au directeur d'académie d'enseignement en relation avec l'administration générale d'épargner tous les centres d'examen du baccalauréat et le personnel engagé dans l'organisation des activités référendaires, de retenir uniquement les écoles fondamentales pour loger les bureaux de vote, de prévoir des surveillants suppléants, de retenir essentiellement les enseignants du préscolaire et du fondamental dans les activités référendaires, de rendre disponibles et afficher les décisions des présidents et des surveillants de centres d'examen au plus tard le mercredi 14 juin 2023, d'anticiper la tenue des réunions préparatoires, de communiquer largement sur la localisation des centres d'examen afin que les candidats puissent les identifier facilement. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social a informé les conseils des ministres de l'état de la réflexion sur le processus de recrutement global dans la fonction publique en vue d'une seule phase. Il est envisagé cette année d'organiser les concours d'entrée dans la fonction publique en une seule phase en vue de permettre l'admission des recrues au service national des jeunes et faciliter leur prise en main. Une commission a été mise en place à cet effet. Elle regroupe les représentants de la primature, des ministères de l'administration territoriale et de la décentralisation, de la justice et des droits de l'homme, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du travail, de la fonction publique et du dialogue social. À l'issue des travaux de réflexion, un calendrier a été élaboré pour harmoniser la tenue des concours en une seule phase et qui fera l'objet d'une large diffusion. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population a informé le Conseil des ministres du rapport d'étape du recensement et de l'évaluation des bâtiments publics dans le district de Bamako. Dans le cadre de la mise en place du sommier du patrimoine bâti de l'État, la Direction générale de l'administration des biens de l'État a poursuivi le recensement et l'évaluation des bâtiments publics, y compris les logements administratifs dans le district de Bamako. Les travaux ont porté sur le reliquat des bâtiments non évalués en commune 1 et 2 et une partie des bâtiments de la commune 3 du district de Bamako, les bâtiments des sociétés d'État, des organismes personnalisés et des collectivités n'ont pas été pris en compte du fait que ceux-ci disposent d'une autonomie de
gestion. Les fiches de recensement font ressortir, en plus de la valeur des parcelles, les évaluations des investissements en ce qui concerne les bâtiments, la clôture, les aménagements de la cour et autres ouvrages connexes. Suite à cette opération, 69 concessions regroupant 1000 bâtiments ont été enregistrées. Ce patrimoine a été évalué à 25 milliards 31 654 771 francs CFA pour le coût total des investissements est 1147 milliards 441 988 500 francs CFA pour le coût des parcelles. Il est prévu également l'évaluation du reste des bâtiments de la commune 3 ainsi que ceux des communes 4, 5 et 6 dans le district de Bamako et la poursuite de l'opération d'évaluation des bâtiments dans les régions. Ces opérations permettront à la constitution des fichiers centralisateurs des biens de l'État et l'élaboration des fiches matricules des propriétés immobilières conformément aux règles de la comptabilité matière. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'élimination du trachome en tant que problème de santé publique au Mali. Le trachome est la principale cause de cécité d'origine infectieuse dans le monde. Il se transfère par contact direct ou indirect avec l'écoulement oculaire ou nasal des personnes infectées, en particulier les jeunes enfants qui forment le réservoir de l'infection. Il est également transmis par certaines espèces de mouches qui ont été en contact avec les yeux ou les écoulements du nez de personnes infectées. Au Mali, la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, à travers le Programme national de santé oculaire, lutte contre cette maladie évitable en mettant en œuvre la stratégie Chance approuvé par l'OMS. Il s'agit d'une approche multidimensionnelle qui comprend la chirurgie, l'antibiothérapie, le nettoyage du visage et le changement de l'environnement. Après plus de 20 ans de mise en œuvre de la stratégie Chance, la prévalence du trachome actif chez les enfants de 1 à 9 ans dans le district sanitaire du Mali a atteint le seuil de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire moins de 5%. Et quant à la prévalence de la principale complication cécitante, trichiasis trachomateux, elle est passée sous le seuil recommandé par l'OMS qui est de 0,2% chez les adultes de 15 ans et plus. Le Mali devient ainsi le 7e pays africain à avoir réalisé l'élimination du trachome en tant que problème de santé publique et le 17e pays dans le monde. De l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente, le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. À vous, Salima Tandao, c'était quelque peu marathon ce soir. Merci, bonne suite. Merci Ibrahim. De Koulouba, nous allons à la primature. Le Premier ministre a reçu en audience les membres de la famille du président Modibo Keïta. Ils sont venus présenter leurs condoléances suite au décès du père du chef de l'État et remercier les autorités du pays pour tous les efforts consentis en faveur de la famille du président Modibo Keïta. Un extrait de l'intervention du chef du gouvernement au micro de Alousseni Touré. Toutes les grandes familles politiques maliennes des premières années de l'indépendance qui ont fait qu'aujourd'hui on parle en tant que Malien, j'ai tenu à les rencontrer, tous, même ceux dont on parle très peu, pour leur dire que le pays c'est pour nous tous. Il y en a qui m'ont dit que c'est la première fois qu'une autorité politique s'intéresse à eux. Et dit parce que ce sont des Maliens, c'est tout, c'est ça un peu notre vision. On ne veut pas construire une société de classe, on veut construire une nation. La nation et la République sont les seules choses qu'on ne négocie pas. Mais dans la transition, nous n'avons pas le droit de privilégier des courants. Mais on doit prendre tous les courants et les prendre des deux mains pour que ceux qui se réclament de ces courants soient aussi fiers que d'autres. A fortiori quand ça concerne le fondateur de notre République. La vie d'une nation, c'est comme un jardin. D'après Mao Zedong, que plusieurs fleurs fleurissent. C'est ce qui fait la beauté d'un jardin. Donc, notre vraie histoire, surtout lorsqu'on est descendant
d'une grande personnalité, il faut avoir une claire conscience de ce qui se passe, ce qui s'est passé et comment vous voyez le futur. Or, pour construire une bonne nation, il ne faut jamais insulter le passé, ni l'avenir, et vivre de façon harmonieuse le présent. Parce que souvent qu'un dirigeant soit dans les années 60, ou qu'il soit dans les années 80, ou les années 2000, ou les années 2050, il n'a pas les mêmes réalités en vue. Or, les décisions politiques, l'expérience m'a montré qu'à 80 à 90%, elles sont dictées par les circonstances du moment. Le CNT a voté des projets de loi et ratifié des ordonnances lors de sa plénière d'hier. Il s'agit du projet de loi portant modification du Code de procédure pénale, celui lié au statut de la magistrature et de l'organisation judiciaire. Boubacar Babli Touré pour les détails. Les membres du CNT ont examiné 3 projets de loi à eux soumis par le ministère de la Justice. Il s'agit du projet de loi portant modification du Code de procédure pénale, celui relatif au statut de la magistrature et le projet de loi sur l'organisation judiciaire. Ces projets de loi défendus par le ministre de la Réconciliation ont été adoptés à l'unanimité par les membres présents du CNT, 135 pour, 0 contre et 0 abstention. En plus de la création de la Direction nationale des droits de l'homme, donc ce pôle qui va être mis en place de façon séparée, ajouté à cette structure des droits de l'homme, va permettre d'améliorer réellement l'arsenal juridique pour la prise en compte efficace de la lutte contre le terrorisme et la question des droits de l'homme. On n'a pas plus de 400 magistrats pour l'ensemble du territoire national. Pour plus de 20 millions d'habitants, nous n'avons pas 400 magistrats dans les fonctions jugeantes. Pour ce qui concerne le département des transports et des infrastructures, les membres de l'organe législatif ont planché sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance de la création de la cellule des travaux routiers d'urgence C3. Un projet de loi adopté à l'issue d'un vote avec 133 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention. Au niveau du monument de l'indépendance, après la pluie, mais pratiquement les gens étaient juste au niveau du monument parce que du côté de la BIM, il n'y avait plus de passage. Compte tenu de la budgétisation en mode programme, est-ce qu'on doit attendre, faire un DAO, lancer les marchés, que les entreprises soumissionnent, aller et faire les travaux? Est-ce qu'on peut attendre ça? Non, on ne peut pas attendre. C'est des urgences. Ça, c'est un instrument de souveraineté auprès du département des transports et de l'équipement pour prendre en charge ce type de travaux. Donc, nous disons que nous avons eu à corriger ces insuffisances pour rendre plus efficace et plus performante cette cellule. Le dernier projet de loi soumis au vote des membres du CNT par le ministre de l'Environnement est relatif à l'ordonnance portant création de la Direction générale des eaux et forêts. Un statut qui va donner à la Direction nationale des eaux et forêts un nouvel élan pour mieux faire face à sa mission régalienne. Un projet de loi adopté avec 133 voix pour, 0 contre et 0 abstention. À l'intérieur de notre pays, nous avons assez de forêts classées. Mais que quand vous prenez la norme homme par rapport au nombre d'hectares de forêts classées, nous avons un déficit aujourd'hui en personnel sur le terrain. Et je voudrais de passage remercier le président de la transition qui vient de nous octroyer l'emploi de 300 jeunes forestiers pour couvrir un peu ce déficit. Mais nous allons travailler dans ce sens afin que l'ensemble des forêts classées puissent être quand même assujetties à des forces pour combler ce déficit-là. Voyant la transversalité de leur activité, il était vraiment nécessaire et judicieux de venir à cette direction générale des eaux et forêts. Chacun des ministres a adressé une motion de remerciement aux membres du CNT. Référendum constitutionnel du 18 juin prochain, l'autorité indépendante de gestion des élections envisage l'utilisation des documents d'identification autres que les cartes d'identité biométriques sécurisées pour identifier les électeurs. Pour le président de l'EJ, il s'agit d'une mesure exceptionnelle visant à sauvegarder le droit au vote des citoyens tout en respectant les moyens de rester, tout en sauvegardant le droit au vote des citoyens, tout en trouvant les moyens de rester cohérent avec la loi. Je vous propose d'écouter Maître Moustapha Cissé. C'était hier au cours de la conférence de presse au siège de l'EJ
propos recueillis par Yaya Konate. Aujourd'hui, il n'y a pas d'exclusivité pour dire que c'est les cartes biométriques parce que à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles fondées sur le droit. C'est des mesures qui sont fondées sur le droit, ce n'est pas qu'on invente. Donc, les cartes d'identité biométriques, de la même façon peut-être que nous attendons, chacun est dans son rang, à sa place, peut-être des mesures seront prises. Mais ce qui est certain, au niveau de la confection et de la distribution de ces cartes, nous intervenons en termes de supervision parce que c'était la carte d'électeur. Mais à partir du moment où nous partons vers le scrutin du 18, des habilitations administratives et juridiques vont être faites pour permettre d'utiliser des éléments d'identification qui permettent à la majorité, sinon à tout le monde de pouvoir participer. Parce que nous, notre rôle ici, conformément à la loi électorale, c'est de sauvegarder le droit au vote du citoyen, quel qu'il soit, quel que soit son lieu, ses origines et autres. Les éléments d'identification, je l'ai dit ici, sont là, existent aussi. Vous avez des pièces qui vont être recommandées pour cela. Il y aura des cartes d'électeurs qui vont être faites et les électeurs pourront voter et les habilitations vont être faites. Je voudrais vous donner un seul apaisement. En matière électorale, il s'agit toujours de pouvoir prendre à temps les meilleures mesures tout en restant cohérent avec la loi. Il n'y a pas de fétichisme dans cette matière. Et je parle sous le contrôle des anciens qui sont là, qui ont organisé des élections partout. Dans tous les pays du monde où on organise des élections, il y a des situations de ce genre où des actes sont pris, où la situation objective, où le terrain commande la réalité, comme on le dit, et en ce moment, la réalité nous oblige à nous adapter. Je le disais dans le sommaire, après la dernière édition en 2017, les acteurs des collectivités se retrouvent pour la 15e édition de la Journée nationale des communes du Mali. Cette édition 2023, qui se tiendra du 11 au 13 mai prochain, est placée sous le thème « Décentralisation et réforme de l'État ». Le bien fondé de cette journée avec Fousséni Tunkara. La Journée nationale des communes du Mali a été instituée par le gouvernement en juillet 2001. Selon les textes, c'est pour permettre aux élus de disposer d'un cadre d'échange et de dialogue direct avec les plus hautes autorités. Mieux, c'est une occasion de célébrer la décentralisation et le développement local à travers l'organisation des rencontres communales ou intercommunales. La dernière édition de la Journée nationale des communes du Mali a été célébrée en 2017. Cette 15e édition se tiendra du 11 au 13 mai prochain, sous le thème décentralisation et réforme de l'État avec plus de 1200 participants. Ces 3 jours seront marqués par plusieurs activités, dont des communications thématiques préparées et présentées par les experts centraux du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, de l'association des municipalités et d'autres personnes ressources. Parmi les sujets abordés, les réformes politiques, institutionnelles et administratives, le financement de la décentralisation au Mali et des questions de paix et de sécurité. La cérémonie d'ouverture de cette 15e édition est placée sous la haute présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les élus recevront des mains du président de la transition des exemplaires du projet de la nouvelle constitution. Religion. Les travaux de la session ordinaire de la conférence épiscopale du Mali viennent de prendre fin à l'archevêché de Bamako au programme des 2 jours des prières et des séances de réflexion sur la vie de l'Église catholique, communion fraternelle et sur celle de notre chère patrie, le Mali. Reportage Fademba Keita. Les sessions ordinaires de la conférence épiscopale du Mali sont des espaces de réflexion sur la vie de l'Église, notamment d'analyse des grands travaux en cours, mais aussi des services relevant des 6 diocèses et de l'archidiocèse de Bamako. Examinant la vie de l'Église au Mali, nous nous sommes intéressés particulièrement au grand séminaire Saint-Augustin de Bamako, à la commission Justice et Paix, à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Bamako, et à la question de la protection des mineurs dans nos écoles. Les évêques ont salué le travail de qualité que mènent ces structures et ont prévu des actions en faveur des dites structures pour une plus grande efficacité pastorale. Les évêques se réjouissent du projet de constitution élaboré. Ce projet, selon eux, prend en compte les vraies aspirations du peuple malien. Nous avons lu le texte et écouté l'avis des personnes avisées sur le document. Nous félicitons le président de la transition, le gouvernement
et les personnes qui se sont investies pour la rédaction du projet de la nouvelle Constitution. Le document prend en compte la plupart des préoccupations des Maliens et des Maliennes pour la refondation de l'État. Les évêques ont eu ensuite une pensée pieuse pour les victimes des événements dramatiques que nous avons vécus le mois passé, notamment à Nara, Sévaré et Bamako, avec le crash d'un hélicoptère. Il salue les forces armées et de sécurité pour leur professionnalisme et le peuple malien pour sa résilience. Ils invitent enfin les chrétiens catholiques membres de l'Église Communion Fraternelle à demeurer dans la prière pour le pays et pour une bonne saison pluvieuse 2023. Le 9 mai, institué jour de la victoire, marque la fin de la Grande Guerre patriotique pour les Soviétiques. Pour cette célébration, l'ambassadeur de la Russie a organisé une réception hier soir dans sa résidence, célébration à laquelle plusieurs personnalités et amis de la Russie ont pris part. Mariam Kone, Tayeb Adjaouyakoui. Instaurée depuis 1965, la Fédération de Russie célèbre chaque 9 mai la victoire de la Grande Guerre patriotique. Occasion pour le diplomate russe d'organiser une réception. Diplomates maliens, étrangers et d'autres personnalités ont marqué par leur présence pour fêter cette victoire des Soviétiques. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux soldats travailleurs qui, au prix de sacrifices, d'épreuves énormes, ont écrasé le nazisme. Nous sommes fiers de la génération voyante des vainqueurs et honorons leur mémoire comme leur héritier. Quant à la coopération entre le Mali et la Russie, elle se porte très bien. La Russie, depuis le temps de l'Union soviétique, a toujours été un pays très proche du Mali sur tous les plans. Et nous avons toujours eu une identité de vie sur la plupart des questions nationales et internationales. Et aujourd'hui aussi, dans la situation actuelle, nous avons une coopération très appropriée avec la Russie dans les domaines politiques, économiques et sécuritaires. Pour l'ambassadeur Gromyko, le devoir commun est d'empêcher la renaissance du nazisme qui a opprimé, réduit tant de peuples dans la souffrance. Nous sommes reconnaissants à nos frères maliens. Je suis sûr qui, comme en 1945, la victoire, c'est à nous. À nous la victoire. Cette victoire est reprise en chanson par les enfants, une des chansons russes les plus connues sur la Seconde Guerre mondiale. La coopération suisse à travers le Centre pour la gouvernance de la sécurité de Genève vient d'organiser un dîner-débat sur la problématique de la gouvernance de la sécurité et de la réforme du secteur dans le Sahel. Les efforts du Mali en la matière ont été soulignés. On fait le point avec Bemba Sibi. La problématique de la gouvernance du secteur de la sécurité et la réforme de ce secteur était au cœur d'un dîner-débat organisé par la coopération suisse à travers la DICAF, le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Il s'agissait pour les organisateurs à travers ce débat de faciliter le partage d'expériences entre les pays du Sahel en matière de sécurité. La Suisse est actuellement membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en assure la présidence tournante durant le mois de mai. La Suisse entend mettre à disposition de la communauté internationale sa longue expérience dans le domaine du règlement pacifique des conflits. C'est vraiment pour adresser la dimension régionale, comme la conférence par ailleurs, de la question, et aussi de pouvoir parler des défis, des opportunités, mais aussi des bonnes pratiques. S'inspirer les uns des autres, d'autant plus que tous les pays du Sahel ne disposent pas de stratégie de réforme du secteur de la sécurité. Si elle existe, elle est confrontée à une opérationnalisation difficile avec l'insécurité. Sur ce point, le Mali est un bon exemple en la matière. Beaucoup de réformes ont été entamées pour moderniser l'outil de défense du Mali et également pour améliorer le cadre juridique. Nous, on parle plus de sécurité humaine. Et qui de sécurité humaine parle d'un ensemble. La stratégie nationale RSS et son plan d'action 2022-2024. Mais en particulier l'accent
sur la défense. Une approche holistique pour réformer le secteur de la sécurité et relever les défis actuels de ce secteur, à savoir la lutte contre le terrorisme et la protection des personnes et de leurs biens. Parlons encore sécurité. Le chef d'état-major de la garde nationale, le colonel Famouké Camara, accompagné d'une forte délégation, vient d'effectuer une tournée au nord du pays. Cette visite de terrain dans les localités de Gao, Menaka, Gossi, Ntahaka et Gourmaraous lui a permis d'échanger avec les hommes et s'enquérir de leurs conditions de travail. Le moral des hommes est au beau fixe. Ils sont déterminés à défendre le pays. Le compte-rendu de Abdoulaye Sako. Les hommes engagés sur le théâtre des opérations font l'ultime sacrifice dans la défense de la patrie. Pour mieux protéger les populations et leurs biens, ils bravent les intempéries et côtoient le danger, j'allais dire la mort au quotidien. Et cet engagement, la hiérarchie militaire en est consciente. Voilà pourquoi, à peine nommé, le chef d'état-major de la garde nationale s'est rendu dans les localités de Gao, Menaka, Gossi, Ntahaka et Gourmaraous pour s'imprégner des conditions de travail des hommes. L'objectif, c'était de transmettre les encouragements et les félicitations des plus hautes autorités militaires et également transmettre tout ce qui est évolution par rapport à la garde nationale conformément aux directives également. À ce titre, je me suis entretenu avec eux et on a pu les transmettre la vision en cours et comment est-ce qu'elle va être mise en œuvre, et tout en profitant pour collecter aussi les besoins afin de pouvoir les traiter une fois au retour. Partout où il est passé, le patron de la garde nationale a eu des échanges francs et directs avec les troupes. En plus de pouvoir s'exprimer sans filtre sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés, les hommes ont apprécié cette démarche du colonel Famouké Camara. C'est ça un chef. Venez visiter ces hommes, ça nous fera beaucoup de plaisir vraiment. Nous sommes très contents de les recevoir ici parmi nous, puisque ça participe au relèvement du moral de la troupe. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, avec le commissariat à l'appui et toute la délégation qui l'appuie, vraiment ça nous rassure. Les plus hautes autorités militaires sont vraiment à pied d'œuvre et les rassurent davantage que tout sera mis en œuvre pour que la souveraineté du Mali soit plus qu'une réalité. Au cours de cette tournée, le chef d'état-major de la garde nationale, colonel Famouké Camara, et sa délégation ont rassuré l'association des femmes veuves de garde de la ville de Gao. Le chef de mission leur a donné l'assurance que des solutions seront trouvées à leurs préoccupations. Un engagement soutenu par le chef suprême des armées pour qui les veuves et les orphelins doivent être fiers du sacrifice de leurs époux et pères. Santé, célébration de la journée africaine de lutte contre la drépanocytose. C'est aujourd'hui, 10 mai. La journée est mise à profit par l'association de lutte contre la drépanocytose au Mali pour organiser une série d'activités comme des conférences, débats et causeries pour informer les Maliens sur la maladie. L'association invite les autorités à s'investir davantage dans le combat contre la drépanocytose. Boubacar Kanouti. L'Afrique célèbre chaque 10 mai la journée de lutte contre la drépanocytose, considérée par les autorités sanitaires comme la maladie génétique la plus répandue dans le monde. La drépanocytose reste toujours un réel problème de santé publique dans nos pays. Le Mali doit encore déployer de gros efforts pour circonscrire cette maladie qui est l'une des causes de mortalité dans les milieux juvéniles. Cette journée est célébrée cette année sous le thème « Drépanocytose, nous sommes tous concernés ». La lutte au Mali, elle passe d'abord par la mise en place de ce centre. Donc c'est un centre spécialisé, le seul en Afrique de l'Ouest, qui prend en charge de façon holistique tous les malades et faire la recherche aussi, ainsi que la formation. Et la lutte aussi, le centre est associé à l'Association malienne de lutte contre la drépanocytose, qui mène des campagnes d'information et de sensibilisation à travers le pays pour amener les gens à connaître la maladie et surtout à mettre en place les mesures de prévention de la maladie. La drépanocytose est une maladie qui provoque la souffrance psychosociale, voire économique, pour les malades et leurs familles. Elle est la cause d'hospitalisation et d'absentéisme scolaire. Quand on prend la population du Mali, on est à environ 12% en moyenne de la population du Mali qui porte le gène de la maladie. Et les estimations, c'est entre 5 000 et 6 000 enfants qui naissent avec la maladie chaque année au Mali. Un hommage mérité a été rendu à une icône de la lutte contre la drépanocytose. Il s'agit de Fatoumata Coulibaly, dite FC, qui nous a quittés cette année.
L'information qui fait l'objet d'une grève illimitée au sein des hôpitaux est fausse. L'annonce est faite par le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la femme. Les syndicalistes demandent aux usagers de continuer à fréquenter les hôpitaux. Pour plus de détails, écoutons Fodé Sinayoko, secrétaire aux revendications du syndicat, au micro de Boubacar Kanouté. L'objet de la conférence de presse, c'est pour informer l'opinion publique nationale et internationale sur la situation du mot d'ordre de grève illimité lancé à l'hôpital du Point G. C'est pour dire que le syndicat légal légitime que nous sommes, nous ne sommes au courant d'aucun préavis de grève et nous ne sommes partants d'aucun préavis de grève à l'hôpital du Point G ici. Comme l'INTM nous a dit, on doit accompagner la transition et nous sommes dans cette dynamique, nous sommes avec la transition. Nous sommes au Point G, la transition nous a donné beaucoup d'équipements. La centrale ne peut être que derrière le bureau national. Je rassure tous les Maliens que la grève annoncée ne sera pas suivie ici à l'hôpital du Point G. Point Covid. Ce 10 mai 2023, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs sur 68 tests réalisés, 0 patient guéri, 0 décès. Actuellement, une personne est sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Tenue d'une conférence débat ce matin dans le cadre de la Semaine nationale de la presse, le président de l'Appel Mali, Modibo Fofana, et l'expert de presse écrite, Belko Tambouré, ont édifié l'assistance sur la question de la gestion des réseaux sociaux. Reportage Alpha Maïga. À la Maison de la Presse ce mardi pour la Semaine nationale de la presse, les réseaux sociaux au cœur des échanges. Les réseaux sociaux dont il est question permettent d'établir des relations avec des personnes qui vous suivent et surtout de publier des messages pertinents. Leur gestion est très importante quand on sait qu'il y a plus de 3,6 milliards d'utilisateurs dans le monde, indiquent plusieurs sources concordantes. Au Mali, pour le moment, il n'y a aucune loi spéciale pour gérer les cas des réseaux sociaux. Mais depuis le 5 décembre 2019, il y a eu la promulgation de la loi sur la cybercriminalité qui prend en compte aujourd'hui toutes les infractions qui sont commises via la nouvelle technologie, peut-être y compris les réseaux sociaux. Les utilisateurs des réseaux sociaux passent environ près de 3 heures par jour sur les plateformes populaires. Ils communiquent via Facebook, WhatsApp, Messenger, Telegram, Signal, entre autres. Ils explorent les tendances et publient des photos, des vidéos sans tenir compte de la réglementation en vigueur. Les réseaux sociaux ont un degré de toxicité et c'est sur ces aspects-là qu'on a éveillé l'attention des journalistes. Et c'est nous qui avons été formés pour informer. Une bonne utilisation des médias sociaux est essentielle pour attirer l'attention des utilisateurs qui créent une communauté en ligne. Souvent, on oublie même les autres médias. Les réseaux sociaux, d'une façon ou d'une autre, ont vraiment affecté la bonne marche de la presse écrite. Il y en a aussi une forte mortalité dans les réseaux sociaux. Et réellement, la bonne utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est comment on peut rester ensemble, c'est comment se donner les nouvelles, c'est comment partager les différentes photos. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que la présence des médias sociaux est à la mode. Entreprises comme services publics les utilisent. Voilà une conférence débat menée par Modibo Fofana et Belko Tamboura à l'occasion de la Semaine nationale de la presse. La formation continue à l'ORTM. L'Office renforce les capacités de ses agents. Ceux du service marketing apprennent à mieux maîtriser le digital. Compte rendu Hawa Damakoulibaly et Aboubakar Traoré. Une salle de classe, des apprenants et en face un enseignant. Nous assistons bien à un cours pédagogique, le marketing digital, un volet incontournable aujourd'hui dans la gestion d'une entreprise. Avant, on utilisait les anciennes méthodes, on ne programmait pas beaucoup dans les entreprises, alors qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, tout devient plus rapide, tout devient plus structuré, surtout avec la base de données. Le rapport client devient plus important. Via les réseaux sociaux, c'est plus facile de toucher un public. C'est plus facile de passer une communication. Toutes les tranches d'âge sont essentiellement présentes sur différentes plateformes. Le plus grand crime, c'est exercer un métier que l'on ne connaît pas. En attendant, plusieurs modules sont au programme pendant un mois.
Le cours que nous avons mis en place pour l'équipe ORTM, c'est 4 types de formation. Le premier cours, ça c'est marketing et communication digitale. Deuxième cours qui est sur la gestion des réseaux sociaux qu'on appelle social media. Ensuite, le management des équipes, qui est un dernier point, qui est la réalisation des vidéos. Les apprenants voient en cette formation une opportunité d'améliorer la qualité des services rendus. Ça va apporter beaucoup de changements. Dans un premier temps, pour l'assemblage même de nos éléments, connaître les éléments qui sont de bonne qualité et ceux qui ne sont pas de bonne qualité. Et la rapidité aussi surtout. Au lieu que le client vienne avec son spot quitté de X point jusqu'à l'ORTM, il peut nous envoyer par transfert. Nous traitons les images pour la diffusion. Les 20 bénéficiaires seront mieux outillés pour faire face à la concurrence digitale. Et cela au bonheur de l'entreprise, l'ORTM, la passion du service public. Le mandat de ONU Femmes, rôle et responsabilité des jeunes et femmes dans les réformes politiques. C'est le thème d'une conférence débat couplée à une remise d'équipements informatiques et de salles multimédia à la faculté des sciences administratives et politiques. L'initiative est de ONU Femmes, Mohamed Kayantao. ONU Femmes aux côtés de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, USJPB, pour la promotion du genre. Ce qui a abouti à la mise en place au Mali d'un master en genre et développement à la faculté des sciences administratives et politiques FSAP, une première en Afrique. Le genre d'abord c'est tout à fait une nouvelle thématique qui m'a motivé à le faire et puis c'est une thématique d'ailleurs qui prend plus d'ampleur. Vu la société du Mali, il est très normal quand même de voir certaines réalités. Cette conférence débat qui regroupe des doctorants, masterants et étudiants en licence est donc un espace idéal pour célébrer ces partenariats féconds autour du thème « Le mandat de ONU Femmes, rôle et responsabilité des jeunes et femmes dans les réformes politiques ». En nous dotant d'une salle multimédia ultra perfectionnée pour mettre les femmes et les hommes ayant fait le choix de venir étudier le master genre et développement pour que ceux-ci-là puissent à leur sortie combler les attentes. Pour mieux sceller ce partenariat, ONU Femmes a remis un lot de matériel informatique à la FSAP. L'équipement est composé essentiellement d'ordinateurs, de projecteurs et d'imprimantes pour un montant de plus de 30 millions de francs CFA. Le partenariat que nous avons établi avec l'université est un partenariat stratégique, puisque c'est un partenariat qui est basé sur l'éducation. C'est l'occasion pour moi d'exprimer toute la reconnaissance qui est la nôtre à l'endroit de ONU Femmes Mali et nous sommes parvenus à faire habiliter par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ce master-là qui est une formation de très haute qualité. Le recteur de l'USJPB et la représentante et résidente de ONU Femmes ont enfin procédé à l'inauguration de la salle multimédia, une façon de renforcer la promotion du genre et le partenariat déjà existant. Les responsables de la Fondation Orange Mali étaient face aux hommes des médias et ONG partenaires ce matin à Bamako. Objectif, présenter le bilan de la Fondation au titre de l'année 2022 tout en dégageant les perspectives pour l'année en cours. En 2022, la Fondation a investi plus de 700 millions de francs CFA dans plusieurs projets. Le point avec Sokuna Kamisoko. La Fondation Orange Mali, depuis 2006, date de sa création, œuvre aux côtés des autorités et des ONG pour apporter une assistance permanente aux populations maliennes. Au titre de l'année 2022, la Fondation a investi plus de 700 millions de francs CFA dans plusieurs secteurs de développement du pays. On peut citer entre autres le domaine éducatif, la santé, la culture et les œuvres sociales. Ce qu'il faut retenir sur l'année 2022 de la Fondation Orange Mali, c'est que nous avons mis un budget de 700 millions pour mener 65 projets d'envergure qui ont profité à plus de 100 000 bénéficiaires directs. Dans la santé, nous intervenons en fait pour améliorer le plateau technique des hôpitaux maliens, sensibiliser aux maladies endémiques ou faire des dons dans des structures qui prennent en charge des malades qui n'ont pas les moyens. Dans le domaine de l'éducation, la Fondation a financé un projet d'envergure à Tombouctou
dans le village de Kabara, où nous avons complètement rétabli une école qui tombait en ruine. Et cette construction a coûté la somme de 70 millions de francs CFA. 2023, notre projet phare sera, Inch'Allah, la construction d'un grand centre de dialyse pour les malades, dont le coût est estimé à 300 millions de francs CFA. On le fera en partenariat, évidemment, avec le ministère de la Santé et du Développement social. Il y aura au moins 3 modules scolaires qui seront construits à Lahandi, dans le cercle de Manantali, à Djibala, dans le cercle de Djoïla, et il y aura le renforcement des constructions qui ont été faites au niveau de Kabara, dans la région de Tombouctou. L'occasion a été mise à profit par les ONG partenaires pour témoigner de l'engagement de la Fondation Orange Mali auprès de la population. À l'intérieur du pays, à Kidal, le chef de l'exécutif régional a donné le top départ de la leçon modèle sur le projet de nouvelle constitution afin de permettre aux élèves du lycée Attacher Ag Ili de Kidal de s'approprier le contenu du document. Sidi El-Medi Ag Albaka, Atayoub Ag Mohamed. C'est au lycée Attaher Ag Ili de Kidal que les autorités régionales ont lancé cet exercice national qui vise une large vulgarisation du projet de la nouvelle constitution de notre pays. Nous sommes là aujourd'hui pour nous assurer du début effectif des cours organisés par les soins de l'Académie de l'enseignement de la région de Kidal. Toutes choses qui appellent l'attention de l'état final recherché des plus hautes autorités de notre pays, à savoir le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques des partenaires du Mali, la prise en compte des décisions des populations en toutes circonstances, le retour des personnes déplacées internes issues des zones de conflit, le retour des services sociaux de base, la maîtrise de l'eau, de l'énergie, pour ne citer que cela, pour assurer une meilleure prise en charge de la population qui a tant souffert. Cette démarche est salutaire car l'espace scolaire est propice pour vulgariser le contenu de ces projets de constitution aux futurs cadres de notre pays. Une délégation du bureau de coordination de l'Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba, était à Yanfolila dans la région de Bougouni. L'avis du parti dans la localité, le projet de la nouvelle constitution et le référendum à venir étaient les principaux sujets au menu de cette rentrée politique. Batraoré et Taïeb Adiaouyakoui de retour de Yanfolila nous rendent compte. En se rendant à Yanfolila pour sa rentrée politique, le Bureau national de l'Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba veut être encore plus proche de ses militants pour discuter et échanger sur les sujets concernant la vie de la nation. Parmi ces sujets, le projet de la nouvelle constitution et le référendum qui va se tenir bientôt. Nous avons saisi l'occasion d'abord passer les messages par rapport à cela, mais également donner des copies du projet de constitution à nos militants en vue d'une large vulgarisation au niveau de toutes les sous-sections, au niveau de tous les comités de base du parti. Autre sujet au menu des échanges à Yanfolila, c'est la vie du parti. Sur ce plan, le responsable local de l'ADP Maliba avance un taux d'exécution de 90% du plan stratégique du parti. Le parti est très bien implanté sur les partis représentés dans les 12 communes du cercle. Donc à ce niveau, nous n'avons aucun souci, aucune inquiétude par rapport à cela. Au niveau de la section ADP Maliba de Yanfolila, les militants sont vent debout pour porter haut le projet de société du parti. Au nom de tous les membres du bureau de la section, je donne un engagement fort et solennel au CE que nous continuerons à œuvrer pour le bon fonctionnement du parti au Mali, mais plus particulièrement dans notre contrée, le cercle de Yanfolila. Au cours de cette rentrée politique, les partis amis ont exprimé leur sympathie à l'Alliance démocratique pour la paix. Auparavant, la délégation du bureau de coordination avait rendu une visite de courtoisie aux notabilités de la ville de Yanfolila. Nous restons dans la région de Bougouni, atelier interrégional organisé par Kermali dans la capitale du Bani-Moniti. L'objectif de cet atelier est de contribuer à l'éveil des capacités d'influence des femmes de Bougouni, Jafar Aïdara, Djibril Bagayoko. Des jours durant, les participantes se sont penchées à l'identification des axes prioritaires de plaidoyer, à savoir l'implication des femmes dans les instances de prise de décision, le respect des lois 052 et la loi SR, la loi d'orientation agricole, les résolutions 1325 et 1820 des Nations Unies. La restitution de l'atelier auprès de nos concerts.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet qu'on appelle Chili's in Crisis. C'est une opportunité de plaidoyer pour engager un peu la réflexion de fond sur les contraintes et les difficultés que les femmes rencontrent. Comme vous le savez, le Mali est dans une situation de crise dont la résorption efficace requiert effectivement que toutes les forces vives puissent être mises à contribution. Et les femmes, en temps normal et en temps de crise, jouent un rôle éminemment important qu'il est réellement important de mettre en évidence en réfléchissant sur les contraintes qui handicapent leur leadership. La crise multidimensionnelle qui traverse le Mali est venue amplifier les vulnérabilités et exacerber les besoins humanitaires, ce qui a nécessité l'intervention de plusieurs partenaires, dont Care International Mali. A rappelé que cet atelier, premier du genre dans la région de Bougouni, a regroupé des femmes venues des cercles de Kolondjeba, Yamfoula et Bougouni. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci à toute la communauté russe au Mali. Merci à tous. Bonne suite du programme sur ORTM1.